Aujourd'hui, je vais vous parler du concept de corps en relation tel que je l'ai développé dans la thérapie du lien et du monde relationnel. Pourquoi ce concept est-il central dans la thérapie du lien et des mondes relationnels et pourquoi il est important de le partager avec vous comme thérapeute? Pour ça, je me propose de prendre bébé et de partager mon expérience de pédopsychiatre avec les nourrissons. Lorsque je reçois un nourrisson en détresse, avec l'accord des parents, je vais envelopper le nourrisson dans mes bras, tel que vous l'observez. Et là, je vais ancrer mon corps de telle sorte que je puisse projeter mon intention sur les interactions entre ce corps de nourrisson, son corps entier, et les effets dans mon corps. Et ce que je vais aller chercher, c'est de focaliser mon attention sur ce qui est le plus étonnant et pour moi, quelque part, le plus mystérieux, qui est où, chez le nourrisson, est présente l'expression de son énergie de vie. Et comment entre-t-elle en résonance avec ma propre énergie de vie? Et au-delà de l'expression corporelle du corps du nourrisson, au-delà de mon expression corporelle, ça va être les effets de synchronisation et d'entrer dans une expérience de transe partagée où, au fur et à mesure que les deux corps vont se synchroniser, à ce moment-là, ils vont rentrer dans une relation d'accordage, de fusion-diffusion. À ce moment-là, le corps du nourrisson va pouvoir se déployer dans l'enveloppe corporelle exprimée par mes bras et se mouler dans cet espace singulier. C'est comme si nos deux corps en relation ne forment plus qu'un seul et même corps. Et dans ce processus de fusion, c'est comme si le nourrisson allait retrouver l'intégrité de son vécu corporel, l'intégrité d'habiter son enveloppe corporelle en lien avec son énergie de vie, qui à ce moment-là va pouvoir se déployer à tout l'ensemble de son corps. Et au fur et à mesure qu'elle va se déployer à tout l'ensemble de son corps, alors c'est d'une manière étrange, comme si son enveloppe corporelle va défusionner de la mienne, et à ce moment-là, il va reprendre de manière pleine et entière l'expression de vie à travers sa sensorimotricité. Et c'est comme si, à ce moment-là, nous allons partager ensemble une expérience du sensible avant même que la sensorimotricité se mette pleinement en mouvement. Et c'est à ce moment-là que très rapidement chez le nourrisson, comme chez le petit enfant, son corps va défusionner et c'est à ce moment que je vais pouvoir lui permettre de retrouver les bras de ses parents. Un corps seul, ça n'existe pas. Et un cerveau sans corps, ça n'existe pas non plus. Ce qui m'a amené à développer que la base centrale du processus de vie, c'est notre corps dans son intégrité. Et que c'est une matrice qui inclut en un tout et ce qui est de l'ordre des perceptions externes et ce qui est de l'ordre des perceptions internes, et que le tissage entre les perceptions externes et les perceptions internes s'exprime par le corps en mouvement et par l'agir corporel. Lorsque le tissage va dans le sens de la congruence, de la consonance, alors l'expérience en retour au niveau perceptif va aller dans le sens de l'apaisement, du calme intérieur et de la centration et de l'expérience d'unité, car le principe même du vivant est l'expérience dynamique du principe d'unité. Lorsque le tissage des expériences perceptives entre les perceptions externes et les perceptions internes vont dans le sens de la dissonance,
alors nous allons avoir dans notre corps, au niveau perceptif et au niveau sensorimoteur, l'expérience et les effets de la dissonance. Et ces effets de la dissonance ne sont pas uniquement entre notre esprit et notre corps, ou notre corps et notre esprit, ils sont dans l'interaction entre nos corps en relation. Du fait que le concept d'inconscient se pose à partir, je dirais, de notre conscience consciente, c'est-à-dire notre conscience objective, je rejoins les mots de Milton Erickson que l'inconscient est ce qui n'est pas conscient de notre conscience objective. Si je reprends le concept de corps en relation, c'est de comprendre que notre conscience objective est un phénomène de structuration et de développement. Et que cette structuration et ce développement, par ce qui est des expériences relationnelles, va construire une condensation du monde relationnel qui va devenir notre conscience consciente et objectivante. C'est la raison pour laquelle, dès lors que je développe le concept de corps relationnel, je pourrais dire que cette matrice corporelle va s'exprimer à travers la conscience corporelle. Et que cette conscience corporelle est majoritairement inconsciente pour la conscience consciente, c'est-à-dire objectivante. D'ailleurs, les expériences le montrent, notre conscience corporelle réagit avant que nous conscientisons la réponse de notre conscience corporelle. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans la thérapie, car c'est ce qui justifie la pratique non seulement de la transe, mais également dans la transe d'observation, d'observer le langage non verbal et paraverbal. Ce d'autant que le langage des émotions comme le langage gestuel précède le langage verbal. Et pour nous, le langage verbal exprime d'abord sur le mode auditif l'acte de penser. Lorsque je parle de corps en relation, je parle de l'idée suivante, c'est que notre corps en relation est une matrice relationnelle. En d'autres termes, que notre corps est le premier à tisser les expériences vécues, tant au niveau de la relation au monde, dans un monde vivant, c'est-à-dire les informations que je reçois et les informations que j'émets, que dans la relation de la singularité de la relation affective à l'autre, la base de la relation d'attachement, comme on vient de le voir avec ce nourrisson, que dans la relation avec les constructions, les représentations mentales, dès lors qu'elles sont vivantes, c'est-à-dire qu'elles ont des effets interactionnels et relationnels. Dans notre expérience et dans nos capacités d'être humain, à partir du sensible et du sensorimoteur, le perceptif va trianguler avec l'affectif. Et l'affectif va pouvoir se déployer dans une autre triangulation qui va être entre l'imagination créatrice et les capacités de mentalisation, d'intellectualisation et d'abstraction. À condition que toutes ces capacités interagissent ensemble. Et que la base va être pour nous l'interface de la relation humaine, qui est l'interface de l'affectif. Et de notre point de vue, les émotions sont le langage de l'affectif. Je vais vous donner un exemple dans la relation parent-nourrisson. Un nourrisson en détresse est en train de crier, et plus que de crier, de hurler. La première tentative qu'essaierait de faire un parent serait d'essayer de le calmer. De calmer ses hurlements. Sauf que là, je suis, en tant qu'adulte d'un côté, le nourrisson de l'autre,
ça nécessite que le nourrisson, le corps relationnel du nourrisson, rentre dans une expérience partagée avec mon corps relationnel de parent. Et comment cela va-t-il se passer? Ça nécessite que je sois en position et que je me mette en position de recevoir l'expression de détresse du nourrisson, qui, si elle monte dans une telle intensité, exprime que dans cette détresse, il est rentré dans un scénario seul au monde. Et le fait, à ce moment-là, d'accueillir sa détresse comme l'expression de la relation au monde chez le nourrisson, à ce moment-là, me permet d'accueillir les effets de sa détresse, l'expression au niveau de mon corps en relation. Et là, je vais observer quels effets internes cela va créer en termes de dissonance chez moi. Deuxième étape, je vais accueillir de manière inconditionnelle les effets de dissonance que ça crée chez moi. Et c'est en prenant appui sur ces effets de dissonance que je vais faire le travail de passer des effets de dissonance aux effets de réassociation. Et en faisant ces effets de réassociation, je mets en mouvement corporellement mon corps en direction de la centration du calme intérieur, de l'apaisement. Et à ce moment-là, dans l'interaction, c'est la détresse, c'est l'expression émotionnelle de la détresse qui est transformée, et non pas à travers le langage corporel, et non pas au nourrisson comme personne que je dis « il faut que tu te calmes ». Et là, à ce moment-là, dans cette expérience partagée de transformation au niveau corporel des deux corps, qui à ce moment-là ne vont plus qu'en faire qu'un seul, à ce moment-là, l'apaisement va venir s'installer chez le nourrisson, car sa détresse, il aura l'expérience dans le sensible et le sensorimoteur que sa détresse a été perçue, accueillie, reçue et comprise. Et qu'à ce moment-là, on va rentrer dans le lien d'attachement, c'est-à-dire dans l'accordage affectif, qui va permettre la séparation. Dès lors que le nourrisson, là où son vécu corporel était dissocié dans l'expérience de détresse, va revenir dans une expérience de réassociation corporelle pleine et entière. Pas le cerveau d'un côté, le corps de l'autre, l'expérience de son organisme en entier. Et donc, si je pars des fondamentaux de l'élan vital, l'énergie de vie, vers le sensible, vers le sensorimoteur, vers le langage de l'affect à travers les émotions, j'ouvre sur d'un côté la voie de l'imagination créatrice en lien avec la mise en image des expériences perceptives et de l'autre vers la voie de l'intellect, de la pensée conceptuelle et de l'abstraction. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que d'un côté, c'est la voie des parties vers le tout et du principe d'unité, et de l'autre, la voie du tout vers les parties et de pouvoir activer la logique de compréhension. So the relationship that starts off with the mother is the functional exercise of neuroception of safety working. And the experience of being safe with other is the basis of human society. I am in total agreement, because if that system is not accessible, then we are in a world of self-preservation and everything is focused on ourselves. But the default condition of being a social mammal, and especially being a human, is not self-regulation, it is co-regulation. Je rejoins vraiment tout à fait ce que vous dites, Steven, c'est de comprendre que ce n'est pas l'autorégulation, mais la co-régulation, et que cette co-régulation et l'accordage, ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de comprendre que cet accordage est à la fois un accordage dans la dyade et en même temps dans l'être ensemble, c'est-à-dire dans la dyade, dans la groupe et dans la communauté et dans l'environnement.
Ça n'est pas qu'un accordage dyadique. Je vais partager avec vous l'expérience du mathématicien David Bessy, qui a écrit Mathematica. Un mathématicien qui disait « Quand j'étais à l'école, au tout début, je comprenais rien aux maths. Jusqu'au jour où j'étais capable de visualiser les équations comme des images qui étaient en train de se promener dans ma tête et que ces images pouvaient s'associer les unes avec les autres. Et quand s'est opéré le passage d'une compréhension intellectuelle de ces équations comme des éléments les uns à côté des autres, qui étaient associés par des signes qui ne disaient rien chez moi. Et qu'à ce moment-là, j'en ai fait des formes imagées vivantes. À ce moment-là, mon expérience des mathématiques s'est transformée. Et là, j'ai pu enfin entrer dans le monde des mathématiques. Et on peut dire qu'à ce moment-là, effectivement, en retour, ça a sollicité la dimension affective dans la curiosité, l'anticipation, l'émerveillement, etc., etc., c'est-à-dire l'affect. Et en retour, même à travers les maths, ça a amené chez moi des expériences dans le sensible et le sensorimoteur. Maintenant, je vais développer notre corps comme matrice relationnelle, c'est-à-dire comme interface des processus relationnels. Aujourd'hui, je dirais presque enfin, la recherche en neurosciences sur les sciences sociales commence à s'intéresser à l'interconnexion des expériences partagées, c'est-à-dire sur, entre guillemets, plusieurs cerveaux, ce qui s'appelle l'hyperscanning. Et qu'est-ce que l'on est en train de montrer? Que là encore, dans une expérience partagée, les cerveaux se synchronisent. Ça va m'amener à développer cette idée centrale. Nous, notre croissance, notre développement a comme base notre corps relationnel. Que les mises en forme cérébrales sont des mises en forme de processus relationnels. Processus relationnels qui m'a amené à développer le concept de monde relationnel. Et que ces mondes relationnels, plus ils deviennent familiers, internalisés, plus on peut faire le lien avec la théorie de l'attachement et les modèles internes opérants. Et plus loin, aller vers les schémas de pensée, mais on oublie simplement que tout ça sont des constructions, des structures qui s'installent au fil du temps, mais qui reposent sur des bases à partir de notre corps en relation, sur des bases interactionnelles. Et où nous sommes, notre corps est notre matrice qui répond au principe d'accordage en direction de l'unité et du tissage de l'expérience en termes d'unité, ou de désaccordage et de dissonance qui envoie comme information que les relations, un monde des représentations triangulé par le monde affectif humain, sont en dissonance, même si on ne sait pas les objectiver. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va travailler avec les mondes traumatiques, la base du travail est tout à fait fondamentale, car elle va passer par retisser la matrice relationnelle corporelle. Et pour retisser la matrice relationnelle corporelle, cela nécessite un véritable travail tant sur la manière de questionner, pour rentrer dans l'expérience corporelle, partager dans la relation patient-thérapeute, que l'expérience des processus de transe, car de mon point de vue, la transe et au plus loin de la transe, c'est ce qui permet à tout individu, y compris dans la transe traumatique, de maintenir vivante l'énergie vitale. Et donc la base de l'expérience de transe, comme du sommeil de mon point de vue, est de retisser dans l'unité les diverses expériences vécues en une histoire et une construction cohérente. À partir de cette base, cela signifie que notre développement va se déployer selon 3 axes. Notre propre singularité. Il est évident pour moi que dès que le nourrisson naît au monde,
chaque nourrisson a déjà une ébauche de sa propre singularité. Sauf qu'elle va se construire sous une forme humaine et une forme structurée dans la relation à la communauté d'un côté et dans la relation à la question du sens de la vie et des valeurs universelles. Et c'est dans l'interconnexion entre d'un côté la singularité, de l'autre côté la communauté et sur l'axe vertical la question du sens, car nous sommes des êtres de sens, que va se déployer notre structure d'autonomie de manière suffisamment plastique lorsque les liens sont suffisamment plastiques et sécures, notre autonomie dans la flèche temporelle, autonomie dans les liens. Quelles conséquences dans la pratique de la thérapie? Et qu'est-ce que ça a amené au développement de la thérapie du lien et des mondes relationnels? Un autre aspect de notre matrice corporelle est quel est le support de notre expérience, tant dans l'ici et maintenant que dans notre expérience et notre vécu et notre histoire transgénérationnelle. Et que l'histoire transgénérationnelle est portée et mise en scène par notre corps en relation. Y compris, aujourd'hui on le sait, au niveau génétique, c'est ce qui s'appelle l'épigénétique. Je me souviens d'une patiente qui vient là, qui a consulté car elle avait une histoire extrêmement difficile de monde traumatique construit sur l'abus et l'abus sexuel. Et pas n'importe lequel, car de surcroît, c'était un abus sexuel dans la violence physique. Et c'est comme si en retour, elle était, quand elle est arrivée, physiquement marquée. La posture de son corps, l'expression du visage, qui exprimait à la fois quelque chose de malsain et en même temps du dégoût, et qui rendait quelque part, alors qu'il y avait quelque chose chez elle de profondément touchant, et quelque chose d'extrêmement gentil, quelque chose de répulsif, qui créait, à premier abord, une expression de répulsion, comme si l'abus était porté et par son corps et par son visage. Ce qui est extraordinaire au fil du travail, c'est que son corps s'est redressé, il s'est déployé. C'est comme si toute la marque du trauma, de l'abus, avait, au fur et à mesure de la thérapie, disparu de son visage. Et d'observer tout ce mouvement, avec les conséquences dans sa vie, qui faisait qu'elle n'avait plus du tout le même type de relation avec les autres. Car elle attirait avant que des hommes qui étaient dans des positions d'abus avec elle. Et ces relations qui transformaient. Et la manière dont la vie revenait en elle était absolument fascinante. Ça a permis, au fur et à mesure du déroulement de la thérapie, que là où avant était la méfiance, le rejet, le scénario de rejet et d'exclusion, d'abandon, que petit à petit s'est installée une relation de confiance dans laquelle elle a pu aussi déployer comment cet abus était venu déjà dans une histoire transgénérationnelle d'abus chez sa mère et chez sa grand-mère. Quelles conséquences pour la pratique psychothérapique, particulièrement lorsqu'elles intéressent à des histoires de vie structurées par les mondes traumatiques? Eh bien, c'est que le principe, le concept de corps en relation, comme il est incarné, va permettre, dans la pratique de la thérapie du lien et des mondes relationnels, de travailler sur les fondations, c'est-à-dire au niveau de la matrice corporelle. Et pour ça, ça nécessite que les thérapeutes, et c'est l'objet de maintenant 3 ans de formation, soient en capacité de venir à la rencontre
du monde traumatique de l'autre et qui va venir questionner de manière inévitable au niveau corporel les effets de dissonance du monde traumatique par rapport au monde, dans l'interaction avec le monde relationnel du thérapeute ou de la thérapeute. Et pour ça, ça nécessite que les thérapeutes apprennent l'apprentissage de leur base sécure. 2. La confiance inconditionnelle dans le processus du vivant, qui fait que tout processus du vivant amène à une émergence de formes relationnelles. 3. Que l'objet n'est pas de changer le processus du vivant, mais de lever les obstacles au déploiement naturel du processus du vivant. Ce qui amène les thérapeutes à être eux-mêmes en question par rapport aux effets en retour chez eux des vécus dysfonctionnels dont ils vont avoir les informations, et que plutôt que de rentrer dans des tentatives d'intervention pour contrôler ce vécu, vont faire l'apprentissage à travers les diverses techniques et les diverses pratiques développées en thérapie du lien et des mondes relationnels, à accueillir, traverser, transformer les processus relationnels dysfonctionnels en des processus relationnels sains, associés et accordés. Et qui va permettre à ce moment-là, dans cette rencontre partagée, à la personne, au patient, à la patiente, de développer une histoire de vie alternative émergente à partir de ce qu'il y ait encore de vivant dans son histoire de vie traumatique, de telle sorte qu'elle puisse s'appuyer, prendre appui dessus, redevenir actrice de sa vie pour elle et aussi pour les générations futures. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons vous proposer, à partir des bases de ce que j'ai pu conceptualiser de ce qu'était l'HTCMA, hypnothérapie stratégique mouvement alternatif, à aujourd'hui la thérapie du lien et des mondes relationnels, et qui s'enrichit du travail de toute l'équipe, nous pouvons vous proposer cette formation, une véritable formation pour les thérapeutes, pour travailler avec les traumas complexes et les mondes traumatiques en 3 ans à l'Institut Mémétis. Et je vous remercie pour votre attention, d'avoir partagé ce moment avec moi.